Bonjour à tous, bonsoir, on est un petit peu en retard, 18h37, mais on est quand même aussi impréparé que d'habitude, donc merci à vous de nous avoir un peu attendus, merci à tous ceux qui sont déjà sur le chat, merci à 28, Bitload, Chris Proll, Mafiou, merci d'avoir bossé pendant toute cette semaine pour faire le numéro 2 de ce magazine. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps parce qu'on a deux invités que vous attendez avec impatience, autour de Romain, que vous connaissez, autour d'Hélène qui réalise ce soir l'émission, de Romain, un autre Romain qui va prendre le relais d'Hélène quand Hélène ne pourra pas être avec nous. On a ce soir deux invités, des vrais invités. On a à ma droite Claire Balva. Claire Balva, tu es cofondatrice de Blockchain Partner, aujourd'hui KPMG, intégrée à l'intérieur de KPMG, cofondatrice de l'ADAN et co-autrice d'un livre qui nous vaut ta présence aujourd'hui, qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile aux éditions First et qui nous a beaucoup inspiré, qui nous a décidé à te recevoir pour l'interview collaborative. Pour ceux qui, parmi les spectateurs, ont le NFT 20 Mint, vous savez que cette interview, on a pu la préparer en amont en demandant à nos membres de poser des questions sur le Discord. J'ai les questions, il y en a plein, je suis content, c'est super sympa. Et donc on va pouvoir te les poser, on va ajouter les nôtres et puis évidemment vous pouvez poser les vôtres aussi en direct. Et à ma gauche, Adrien Badevant, avocat, donc maître Badevant. Adrien, ça ira très bien. Co-auteur d'un rapport sur la mission exploratoire sur les métavers. Tu es par ailleurs avocat expert dans les techs. Mm-hmm. Tu as créé notamment CoData, tu m'en as parlé tout à l'heure. C'est très excitant pour vous qui adorez la tech, l'IA, tout ça. Je pense qu'il y a des choses à aller creuser de ce côté-là. Mais ce soir, on te reçoit pour le rapport sur les missions exploratoires. Alors, tu vas avoir une première période où je vais un peu regarder qu'à droite. Il y aura peut-être un petit moment de solitude. N'hésite pas à intervenir parce que je sais que tu es expert de tous ces sujets-là. N'hésite pas à poser aussi tes questions. Et puis après, on viendra à toi. Et la consigne vaudra aussi pour toi, Claire. Discutez entre vous. L'idéal, c'est que ça se passe sans nous. Comme ça, après, on vous laisse. On a loué le studio jusqu'à 21h, 22h. Vous pouvez continuer votre discussion ici. Parfait. On repassera juste pour fermer. Merci beaucoup, Romain. Moi, un petit mot juste, je salue Usul qui nous a rejoint et Sebem que tu as oublié malheureusement. On nous pose déjà une question cruciale, on les connaît, c'est est-ce que le livre est à gagner? Je pense qu'on peut le faire gagner. Ouais, on peut le faire gagner, mais bon, c'est mon livre quand même, quoi. Ouais, on va le faire gagner, pas de problème. On va vous faire gagner aussi autre chose tout à l'heure. Il y aura un quiz, vous savez, pour ceux qui sont habitués de l'émission, qu'il y a toujours un quiz dans cette émission, presque toujours un quiz. Et cette fois-ci, c'est pas un NFT avec la tête d'un de nos invités, parce qu'on leur avait pas demandé leur autorisation et qu'on pressentait que ça pouvait se finir en procès. Et donc, on a fait cette fois-ci un NFT avec une sorte de petite médaille. NFT expert métavers. Donc, si vous répondez bien au quiz qui aura lieu pendant l'interview d'Adrien, vous allez gagner, si vous êtes dans les 5 tirés au sort, ce NFT-là qu'on vous donnera avec un peu de retard parce qu'on est super à la bourre. Vous savez, on a un numéro à faire pour le 15 novembre. On vient seulement de savoir qu'il fera 24 pages et on l'a appris il y a quelques heures. Et donc, avec Romain, on est un peu dans le rush. Donc, voilà, vous n'aurez votre NFT que tout à l'heure. Tout ça, c'est de la cuisine interne. Désolé de vous l'avoir infligé. Merci d'être venu à l'heure. Merci d'être venu participer à cette émission. Et puis, merci aussi pour ce livre, Claire. De rien. Merci pour l'invitation. Super bouquin. Je vous le recommande. Si vous en avez marre de faire l'onboarding de votre famille, c'est parfait. Mais même si vous pensez être un expert, c'est vraiment un super livre pour reprendre les bases, pour se poser pas mal de questions aussi sur pourquoi les cryptos notamment. Et c'est un peu ce qui ressort des échanges qu'on a eus avec la communauté sur le Discord. On a eu pas mal de questions qui tournaient autour de pourquoi finalement on a besoin des cryptos. Et alors, tu en parles pas mal avec Alexandre dans ce livre, mais c'est notamment, je trouve, vers la fin, j'ai noté page 144, où on commence à notamment parler de la philosophie qui est derrière les crypto-monnaies. Et moi, je me dis qu'on pourrait peut-être commencer par là. Pourquoi a-t-on besoin dans l'absolu des cryptos, et particulièrement aujourd'hui, selon toi ? Alors, c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, ça arrive à la fin parce qu'on a aussi voulu penser ce livre de manière un peu chronologique parce que les cryptos, c'est quand même un gros fourre-tout aujourd'hui et on n'a pas besoin d'un NFT pour la même raison qu'on a besoin de Bitcoin, pour la même raison qu'on aurait besoin de l'Ether ou d'autres choses. Donc, le besoin n'est pas le même, elles n'ont pas été créées pour la même chose. Et je pense que Bitcoin répond à un besoin assez particulier qui est aussi celui de la résistance à la censure, d'avoir une monnaie rareté, d'avoir vraiment ce côté transfert et stockage de valeur.
qui n'est pas du tout la même chose qu'un NFT, qui peut être un point de fidélité ou une œuvre d'art ou à peu près tout et n'importe quoi. Donc, je ne peux pas donner une seule réponse à ta question. Alors, je vais la préciser. Et tu me parles directement de résistance. On peut aussi parler de la résilience. Il y a une phrase qui, moi, m'a marqué dans celle que tu emploies. C'est dans le livre, finalement, c'est pas forcément la plus efficace des solutions, la décentralisation, mais c'est la plus résiliente. Et ça, on le voit bien à l'œuvre avec Bitcoin. Qu'est-ce qu'on appelle finalement la résilience pour une monnaie? Alors, ça peut être plusieurs choses, mais déjà au sens technique, Bitcoin est très résilient parce qu'il est techniquement très décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nœuds qui sont répartis à beaucoup d'endroits sur la planète. Et donc, si tu as une catastrophe, une interdiction dans un pays, tu peux avoir plein d'événements comme ça, Bitcoin survivra à de nombreuses catastrophes. Et donc, c'est ça qui fait sa résilience. Et ça, c'est pas forcément valable pour toutes les autres cryptos. Tu vois, on peut créer, nous, une crypto demain matin, elle n'aura pas du tout la même résilience que Bitcoin parce qu'elle ne sera pas aussi décentralisée. En revanche, une grande décentralisation, une grande résilience a aussi une contrepartie, c'est que souvent, c'est une moindre efficacité. C'est-à-dire que c'est souvent le triangle, tu sais, le trilemme des blockchains. Hein. Tu ne peux pas avoir une blockchain qui est extrêmement scalable et très décentralisée et très résistante à la censure. Et donc, ce qu'on observe, c'est que Bitcoin se positionne vraiment sur ce côté résistance à la censure, résilience, peut-être aujourd'hui au prix d'une certaine flexibilité, dans une moindre mesure aussi d'applications un peu plus limitées, tu vois, que sur Ethereum ou sur d'autres blockchains. Mais c'est qui ont vraiment une proposition de valeur précise. Puis on a d'autres comme Ethereum où tu vas avoir plein d'applications différentes. D'accord. Du coup, cette résilience, elle prend sens aussi dans cette inquiétude qu'on peut avoir les uns les autres pour nos libertés individuelles. C'est une des choses qu'on comprend en creux quand tu dis non censurable, c'est que si on veut garantir nos libertés individuelles, les crypto-monnaies, c'est une solution efficace. On assume complètement le côté politique dans ce livre. C'est vrai qu'on explique qu'avec la numérisation en réalité, l'argent qu'on détient, on ne le détient plus vraiment au sens technique du terme. C'est-à-dire que les banques se sont numérisées et donc l'argent qu'on a sont des 0 et des 1, tu vois, dans les serveurs des banques. D'accord. Mis à part les billets, les pièces qu'on pourrait avoir. Et ça représente une proportion assez faible de la monnaie en circulation, en tout cas dans les pays occidentaux comme la France. Plus haut peut-être sur ta chemise. Ouais, désolé. Parce que... J'en profite, le micro frotte contre sa chemise, en mode sous-marin, les crashs financiers, l'autonomie, la non-censure, un esprit de liberté, peer-to-peer philosophie, nous dit Kevin Bitload. On était là-dedans, donc effectivement. Donc l'argent ne nous appartient pas nécessairement quand il est sous sa forme numérique, c'est pas un actif. Et ça peut être un problème dans un monde où les États ont de plus en plus aussi une mainmise sur la donnée. Et donc, tu peux avoir une implémentation de certaines politiques qui se font carrément par la contrainte, en contraignant, en censurant les flux financiers. Ce qui était beaucoup moins possible tu vois, il y a quelques décennies ou il y a même plusieurs siècles. Et donc, ce pouvoir des États, forcément, qui s'accroît, rencontre des résistances, et les crypto-monnaies sont une de ces résistances. D'accord. Parce qu'on avait une question sur le Discord de GG, que je salue s'il est venu ce soir. Il nous dit, mais du coup, quelle est la différence entre une crypto et une monnaie numérique? Je pense que c'était une question candide, parce que la suite de son message montrait qu'il avait sa propre idée. Mais toi, comment tu fais la différence, finalement, entre ces lignes de compte dont tu parlais tout à l'heure dans les registres d'une banque et la crypto-monnaie adossée à une blockchain alors, en fait, c'est pas les mêmes infrastructures informatiques. Et donc, l'euro numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est sur votre compte en banque, c'est un euro numérique qui ne peut pas sortir des serveurs de votre banque. C'est-à-dire que si vous voulez retirer votre euro, c'est forcément sous forme de cash, de billets de banque. À l'inverse, si vous avez mettons un stablecoin euro, par exemple, sur une plateforme d'échange, vous pouvez décider de le retirer de façon numérique de la plateforme d'échange et de le stocker, par exemple, sur un ledger ou sur un portefeuille qui est à vous. Et donc ça, c'est une grande différence, même philosophique, au-delà d'être technique, c'est que vous pouvez être votre propre dépositaire.
vous pouvez détenir votre argent numérique. D'accord. Mais alors, quand on entend parler des MNBC, donc des monnaies numériques de banque centrale, on est sur un hybride entre ces deux formats où on a potentiellement une blockchain derrière, mais une émission étatique de la monnaie. On ne sait pas parce que c'est un peu fumeux quand Mhm. même, les monnaies de banque centrale. Si on regarde ce qui se passe en Chine, par exemple, on n'a pas forcément de blockchain derrière des monnaies numériques de banque D'accord. centrale. On est simplement sur une sorte de modernisation, je dirais, de l'infrastructure qui permet de gérer la monnaie et qui permet à la banque centrale d'avoir un lien un peu plus direct, je dirais, avec les citoyens, de pas forcément passer systématiquement par les banques commerciales, mais d'avoir quand même un grand contrôle sur les flux monétaires et d'avoir une visibilité sur tous les flux. Mais c'est pas ce que j'appelle une crypto-monnaie du tout. Bien Après, sûr. on pourrait très bien imaginer un monde où on a une monnaie numérique de banque centrale qui se fait sous la forme d'un stablecoin avec des sortes de prestataires qui pourraient être les banques commerciales. Mais voilà, ça n'existe pas aujourd'hui. Parce que justement, on avait 28, qui est là ce soir et que je salue, qui nous disait, mais est-ce que du coup, on peut imaginer que l'Union européenne crée un e-euro, je crois que c'est plus ou moins en barre. Ouais. C'est en projet, en tout cas. Ouais. C'est en projet. Quel regard tu portes là-dessus sur une monnaie qui serait émise du coup par une banque centrale et viendrait... Alors, je suis relativement sceptique, mais surtout, c'est compliqué d'avoir un avis parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc, tu vois, c'est pas du tout pareil de se dire, je sais pas, la BCE va créer son stablecoin euro en passant par les grandes banques européennes, ou de se dire la BCE va créer une monnaie numérique de banque centrale, mais de manière complètement centralisée, en court-circuitant un peu, mais pas trop, les banques commerciales. Donc, on ne sait pas quelle sera l'infrastructure technique derrière. On ne sait pas exactement comment ils vont préserver la vie privée. On ne sait pas quelle va être la politique économique aussi mise en œuvre derrière. Est-ce qu'on va avoir de la monnaie fondante, des choses comme ça? Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, tu vois, dire quel regard je porte, franchement, j'en sais rien. J'attends de voir. Mais je trouve que le temps, l'écosystème des cryptos va tellement vite par rapport au rythme de création potentielle d'un euro numérique que je pense que ça va être compliqué pour la BCE de sortir un euro numérique qui soit compétitif à temps par rapport aux cryptos. Et donc moi, je pense que le plus probable, c'est qu'à un moment donné, après plusieurs années de groupes de travail, de rapports, etc., la BCE se dise, finalement, on commence à avoir des petites initiatives de stablecoin euro qui naissent à droite à gauche, qui sont régulées. On va créer une sorte de, je sais pas, de fédération, d'association qui va gérer l'émission de ces stablecoins euros et on va harmoniser tout ça. Je pense que c'est le plus probable aujourd'hui. En sachant que Bruno Le Maire, chez nos confrères de BFM Business, disait qu'il ne voulait pas d'un euro qu'il voulait pas d'une monnaie qui se substitue à l'euro. Pour lui, l'euro devait être la monnaie unique. Mais c'est pas contradictoire. L'euro peut circuler sous forme fiat dans les comptes bancaires et sous forme de stablecoin sur les blockchains. Et de toute façon, on ne va pas passer du jour au lendemain de l'infrastructure qu'on connaît aujourd'hui du système interbancaire à un système complètement tokenisé avec tout sur blockchain, comme ça en claquant des doigts. Donc tu vas forcément avoir toute une période où ces deux systèmes vont coexister et où petit à petit, la finance va se moderniser en passant sur des blockchains type Ethereum ou autre. Parce que c'est une des choses que je trouve, tu expliques très bien avec Alexandre dans ce livre, c'est qu'il y a deux finalement types de monnaies, il y a deux scénarios pour ces monnaies centrales, une qui concerne la monnaie de détail, celle qu'on peut avoir finalement dans nos poches, et une autre qui concerne celle qu'on ne voit jamais nous en tant que particulier. La monnaie de gros, exactement, qui sert à faire les échanges entre les banques. Et tu écris quand même de manière assez explicite qu'il y a un scénario qui est plus inquiétant qu'un autre, si jamais on devait amener à... En fait, la monnaie de gros, c'est pas tellement un sujet pour le grand public. Si tu veux, la monnaie de gros, c'est un sujet d'optimisation interbancaire, alors qui fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent aux banques, parce que ça leur permet d'accélérer un certain nombre de process. Se dire, elle pourrait fonctionner sur une blockchain plutôt qu'avec les protocoles de communication actuels. Et donc, quand tu discutes avec des banquiers, c'est visiblement quelque chose de très intéressant en termes d'architecture. En revanche, pour toi, pour moi, ça change rien en fait. On parle de la monnaie donc qui s'échange entre banques. En fait, c'est ça. C'est la monnaie de gros, c'est la monnaie qui s'échange entre les banques, entre la banque centrale et les banques commerciales, etc. Donc, c'est pas une monnaie qu'on voit nous.
En revanche, la monnaie de détail, c'est potentiellement la monnaie qu'on a sur nos comptes, qu'on pourrait avoir sur un portefeuille géré par la Banque centrale. Et ça, aujourd'hui, il n'y en a pas. Enfin, tu vois, il y a les pièces, il y a les billets, mais la monnaie qu'on a sur nos comptes bancaires, c'est de la monnaie dite commerciale. C'est pas de la monnaie émise par la Banque centrale. Et donc, c'est ça le vrai sujet, c'est de savoir si la Banque centrale va émettre une monnaie à laquelle on aurait accès, nous. Mais finalement, quel est l'intérêt, tu vois, moi, en tant que citoyenne, de me dire, j'ai mon ou mes comptes bancaires chez une ou plusieurs banques commerciales. Quel est mon intérêt à avoir en plus un portefeuille, un compte chez la Banque centrale? Franchement, pas grand-chose. Et l'argument qui consiste à dire c'est pas les mêmes garanties, il est franchement inquiétant sur la garantie qu'aurait notre argent sur le compte des banques commerciales. On peut imaginer que ce soit intéressant pour les États qui, eux, auraient un contrôle accru sur l'utilisation qu'on fait de cet argent qui sort globalement de leur radar, hein, que ce soit pour la fiscalisation ou pour le financement d'activités qui leur déplaisent. L'argument pour les États, je le vois très bien, mais ça fait pas l'adoption. Donc, ils vont pas, à moins qu'il y ait une grande incitation à l'adoption en distribuant de l'argent, ce qui est possible. Mais sinon, la proposition de valeur n'existe pas. Et on pourrait imaginer qu'ils interdisent. Je sais qu'on est nous médias, on aime se faire peur, mais on pourrait très bien imaginer qu'ils imposent l'usage d'une monnaie, celle qu'on utilise aujourd'hui. Alors oui, mais là, du coup, tu oublies, je pense, tout le lobbying bancaire qui existe et qui est très fort aujourd'hui. La plupart des banques commerciales, elles sont d'ailleurs assez hostiles à l'idée d'une monnaie numérique de banque centrale parce qu'elles n'ont pas envie d'être court-circuitées. Or, la relation entre la banque centrale et les banques commerciales, c'est aussi une relation donnant-donnant. La banque centrale n'a pas du tout envie de se mettre à dos toutes les banques commerciales. Donc il y a un rapport de force aussi, un équilibre entre ces deux acteurs. Je trouve ça passionnant. Romain, je vois que tu as des questions à nous poser. De Usul qui demande est-ce que ce fameux euro sera backé en 1 pour 1 ? Et il dit car les banques aujourd'hui ne prêtent plus qu'en 1 pour 1. Alors, dans le cas où ce serait par exemple un stablecoin euro émis par la BCE, en fait, ils n'ont pas besoin de le backer. C'est l'avantage de la BCE. Je peux aussi. Et il y a le vrai Flox qui prend un peu d'avance sur le conducteur et il dit est-ce qu'on peut s'attarder un moment sur Binance qui va obtenir une position dominante car il rachète FTX. J'ai cru voir que. J'ai vu aussi ça sur Twitter. Ouais, j'ai pas encore analysé l'info. J'ai pas. Alors il rachète FTX. Bon bref, on verra tout à l'heure parce que là. FTX serait en difficulté. Et ça donc, Binance arrive. Et on a suivi que Binance avait un petit rôle dans ces difficultés aussi, même si le gros qui pèse sur FTX est plutôt lié au rapport aux fuites qu'on Coindesk, mais c'est pas exactement le cadre de notre discussion là tout de suite. On y viendra. Non, mais on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais j'ai besoin qu'on reste quand même sur ces questions que vous nous avez posées tout à l'heure. Il y a une question qui revient pas mal sur le Discord et à mon avis, tu vas me dire que c'est très compliqué d'y répondre. Mais est-ce que la France, alors je pense que par la France, il faut comprendre le gouvernement français est favorable aux cryptos? Alors, ça dépend quelle crypto. Voilà. C'est-à-dire que être favorable au NFT, par exemple. Globalement, oui, même si tu n'as pas toujours des messages très positifs dessus, je pense que notre ministre du numérique n'aurait pas de problème à avoir un discours assez favorable aux NFT. Globalement, je pense que le gouvernement, les pouvoirs publics pourraient être favorables à quasi toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin. Et pourquoi ? Parce qu'il y a derrière Bitcoin une philosophie très anti-État. Enfin, je dis toutes les crypto-monnaies, mais c'est pas vrai. Je pense qu'il faudra enlever les Zcash, les Monero, les trucs complètement anonymes, voilà. Mais si tu veux, dans l'idée, tous les Ethereum, Solana, Avalanche, Elrond, enfin tous ces trucs-là, qui permettent de créer plein d'applications financières et non financières. En fait, ça dynamise l'écosystème startup. Et c'est plus entrepreneur que politique, tu vois. Et donc ça, pour le gouvernement, c'est vachement intéressant parce qu'ils disent on a plein de startups, ça crée des emplois, ça fait de la croissance, etc. Mais tous les projets un peu plus politiques qui ont quand même une dimension, alors soit anarchiste, soit libertarienne, soit anti-État, enfin au moins une de ces caractéristiques-là, c'est assez compliqué pour les politiques de soutenir ces projets. Parce que ça entre en conflit direct avec ce qu'ils représentent, avec leur volonté de carrière, etc. Ceci dit, il y a des hommes et des femmes politiques qui sont pro-Bitcoin, pro-crypto en général, mais c'est assez rare et c'est pas représentatif de l'état d'esprit des politiques actuellement. Et ça vaut aussi finalement au niveau européen quand on voit alors je ne sais jamais exactement comment décrire
l'étape à laquelle dans laquelle on se trouve pour l'adoption de MiCA et puis du TFR, c'est adopté par la Commission économique, c'est ça, du Conseil européen ou quelque chose comme ça. Enfin bref, le texte avance. Je vais pas me risquer à faire beaucoup mieux, mais on a un avocat ici. Ouais, je sais pas si tu es expert en droit européen, mais bon, le texte a l'air d'avancer. On parle d'une adoption et d'une mise en pratique en début 2024. Et dans ce texte-là, la finance décentralisée et les NFT ne sont pas concernés par la régulation. Et je pense que c'était un point de vue que pas mal d'États partageaient. Oui, parce que c'était trop tôt. Tout simplement, tu n'avais pas encore assez de retour d'expérience. Et donc, et puis à un moment, je pense qu'il fallait choisir entre tergiverser éternellement pour arriver à un accord sur des sujets qui étaient encore mouvants, parce que la DeFi et les NFT, c'était encore chaud quoi, comme sujet, et plutôt se dire à un moment, bon, on acte des choses sur des acteurs qui existent depuis longtemps, typiquement les plateformes d'échange, les PSAN, l'émission de tokens, les ICO, ce genre de choses. Et au moins on acte ça, et puis le reste on verra dans un deuxième temps. Et donc c'est typiquement les allusions au MiCA 2 qu'a fait Christine Lagarde. Et donc il y aura probablement une régulation de la DeFi ou des NFT. En tout cas, il y aura des tentatives. Mais bon, ça viendra pas tout de suite. Tu parlais du PSAN, donc toi tu es aussi cofondatrice de la DAN, vous avez suivi ces dossiers-là d'assez près. On le présente souvent comme une sorte de coup d'avance qu'aurait eu la France sur le, alors comment ça s'appelle au niveau Et VASP, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Ça a changé plusieurs fois. Donc. Toi qui as suivi ça de très près de par ton expertise, le PSAN, son impact pour l'écosystème, comment tu le qualifierais ? Alors, je dirais que ça a quand même rassuré pas mal les investisseurs. C'est-à-dire que pour les particuliers, le fait de se dire il y a un enregistrement auprès de l'AMF, c'est quand même assez rassurant. Donc, je pense que pour ces entreprises-là, ça a apporté une forme de crédibilité vis-à-vis des clients retail ou même professionnels. En revanche, le sujet numéro 1 qui était sur la table au moment où ça a été négocié, c'était la possibilité d'avoir des comptes bancaires auprès de banques françaises pour ces acteurs-là. Et ça n'a pas eu le succès escompté parce qu'en fait, même quand vous deveniez PSAN, vous n'aviez pas plus de banques qui voulaient vous ouvrir un compte. Voire même certaines banques se rendaient compte que vous existiez, vous aviez un compte chez eux et donc elles vous sortaient. On a eu Pierre Noisa il y a quelques semaines et je sais qu'il ne portait pas un amour fou pour les établissements. Ça ne m'étonne pas, mais j'ai eu des discussions avec Pierre Noisa et d'autres entrepreneurs il y a 5 ans de ça, avec Bruno Le Maire et puis son cabinet. Et donc c'était le premier sujet sur la table. Et en fait, ça n'a toujours pas été réglé. Voilà, donc après, pour voir un peu ce que font les banques, je pense que ça va évoluer parce qu'elles sont en train de se doter d'outils pour arriver à analyser les données on-chain, essayer de comprendre tout ça, mais ça met beaucoup de temps. Et en réalité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs français savent tous qu'il faut aller chercher des comptes en banque ailleurs. Et donc, ils vont chercher des banques luxembourgeoises, des banques estoniennes, enfin des banques un peu partout. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes plus ou moins compliquées parce qu'en plus, les banques changent leur politique. Donc les banques françaises, mais les banques étrangères aussi. Donc parfois, il y a des mouvements où plusieurs entrepreneurs doivent changer de banque en même temps. Et donc, moi, sur les 5 dernières années, parfois, je recevais des mails de plusieurs créateurs d'entreprises ou plusieurs startups qui me disaient en même temps est-ce que tu n'as pas le nom d'une banque ? On avait l'impression de se refiler des noms de dealers, tu vois. On me donnait les noms de banques crypto-friendly. Je vais poser une question affreusement naïve, mais pourquoi les banques sont aussi frileuses En fait, je pense qu'il y a un mélange de raisons, je dirais, politiques et techniques. Alors déjà, il faut bien voir que les banques ont quand même, elles portent, si tu veux, la responsabilité de la traçabilité des flux. Tu vois, elles ont des grosses responsabilités en termes de lutte contre le blanchiment. Et là, le problème, c'est qu'on est sur une infrastructure qui est très traçable, mais qu'elle ne maîtrise pas du tout. Et donc, pour la maîtriser, elles doivent juste investir et se bouger, ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Mais les investissements qu'elles doivent faire pour comprendre cette infrastructure-là, ils sont quand même conséquents. Et donc, quand tu avais juste 3 plateformes françaises qui venaient les voir, ça ne justifiait pas du tout de faire ces investissements. Donc, elles ne les faisaient pas. Et donc, elles disaient à très juste titre, oulala, tout ça, c'est très opaque. C'est à juste titre pour elles, mais c'est parce qu'elles n'avaient pas fait l'investissement. Tout ça, c'est très opaque, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, il peut y avoir du blanchiment, et donc je n'y vais pas. Et les ordres venaient de tout en haut. Et puis, il y avait une forme de, je dirais aussi de confort politique à faire ça, parce que les cryptos avaient une mauvaise réputation. Et donc, quand vous étiez le directeur général d'une grande banque et que de toute façon, la Banque de France était hostile aux crypto-monnaies,
c'était bien confortable de dire on n'y va pas. Et donc, on se retrouvait effectivement avec des conseillers en agence qui parfois acceptaient d'ouvrir un compte et qui devaient le fermer 3 semaines après. Donc, il n'y a pas une seule raison. Mais ceci dit, j'en vois plusieurs qui sont en train de bouger petit à petit, mais je pense que ça va mettre encore en fait, 2, 3, 4 ans avant que ça bouge. Et finalement, le jour où les banques accepteront d'ouvrir des comptes à des plateformes d'échange, elles monteront eux-mêmes leur propre offre pour proposer des cryptos à leurs clients. Je vous interromps rapidement. Oui, j'ai 2 questions, une intéressée et une autre intéressante. La question intéressée, elle est du vrai Flox qui dit, pour une fois, j'ai une vraie question. Il me dit, je travaille personnellement avec une boîte US qui me paye totalement en crypto depuis pas mal de temps. Est-ce qu'en France, je peux déclarer quelque chose pour dire que c'est du travail et non une plus-value sur investissement? C'est possible, je dois déménager, oublier mes baguettes. Alors, je suis pas sûr qu'on te fera ta déclaration fiscale ce soir, le vrai Flox. Mais ça a le mérite d'illustrer un peu le maelstrom. Il faudrait poser la question à un fiscaliste. Hein. C'est pas moi qui vais pouvoir répondre. Donc, si sur le Discord, vous avez un bon fiscaliste, n'hésitez pas à l'envoyer au vrai Flox. Ça nous embêterait que tu sois redressé. Pour l'instant, on n'y touche pas. Hein. Ça, c'est mon conseil perso, t'en fais ce que tu veux. On embraye avec 28 qui dit, je vois sur Twitter que la France serait le point stratégique pour l'adoption des cryptos en Europe. Est-ce que c'est vrai? Et Matthew qui conforte, il dit, il faut vraiment que la France ne loupe pas le coche cette fois-ci. En tout cas, c'est le discours que martèle Barrault qui était au XD, Elrond, enfin, c'est plus Elrond maintenant. Et puis le maire aussi, quand il a l'occasion de le dire, c'est l'exhortation. Il faut que la France soit le hub crypto. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait longtemps qu'on dit ça. Hein. Ouais. On avait écrit une tribune à l'automne 2015 pour dire la France ne doit pas rater la révolution blockchain. Donc ça fait quand même des années qu'on dit il ne faut pas rater le train. Donc ça serait effectivement bien qu'on rate pas le train. Et peut-être qu'à force de le dire, on va y arriver. Je vois quand même le gros point positif, c'est qu'on voit plusieurs très grosses entreprises qui ont envie de s'installer en France. Dans le sillage de Binance, voilà, de Crypto.com. Dans le sillage de Binance, de Crypto.com. Donc on voit que la France intéresse parce qu'il y a une réglementation stable en France. Et ça, alors paradoxalement, c'est pas forcément très bon pour les nouveaux acteurs en France parce que ça crée une barrière à l'entrée qui fait que si vous êtes entrepreneur, vous devez quand même payer X milliers ou dizaines de milliers d'euros chez des avocats pour avoir votre PSAN, par exemple. En revanche, pour des acteurs bien installés, type Binance ou même des moins gros, c'est très intéressant d'avoir une réglementation stable. Et donc, pour les attirer, eux, c'est une bonne politique. Maintenant, c'est aussi pour ça que tu vois, certains acteurs français vont reprocher au gouvernement de beaucoup soutenir et attirer les acteurs étrangers et de ne pas assez faire pour eux. Donc voilà, c'est les deux faces d'une même pièce. On a quand même beaucoup de talents en France avec des super ingénieurs, mais qui jusqu'ici ont plutôt eu tendance à déménager à l'étranger pour faire des projets DeFi et donc pas forcément rester sur le territoire français. Mais on espère que ça peut changer aussi. Mais le regard global sur les cryptos, finalement, n'a pas été très affecté par la succession de nouvelles peu rassurantes pour qui regarderait ça d'assez loin. Je pense à l'effondrement de système Terra, je pense à Celsius. Aujourd'hui, FTX, j'ai pas suivi, et j'en suis désolé, les tout derniers développements, mais c'est quand même notre regard assez inquiétant. Oui, non, mais bien sûr que tout ça a eu beaucoup de conséquences sur le regard des gens sur ces sujets. Enfin, moi, je le vois beaucoup parce que je fais pas mal de conférences d'acculturation auprès alors dans des entreprises, mais aussi parfois du grand public. Et donc, je vois les questions qui changent selon les rythmes du marché. Et donc, quand tu es en bull run, tout le monde te demande ce qu'il faut acheter. Et quand tu es en bear market, tout le monde te dit, mais est-ce que vraiment ça vaut encore quelque chose, tout ça, après cet effondrement? Et donc, il y a un côté morose, effectivement, depuis l'UST, depuis tout ça. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que tu as beaucoup plus de gens maintenant qui suivent le sujet. Tu vois, il y a 4-5 ans, c'était quand même un peu plus confidentiel comme communauté. Et aujourd'hui, moi, régulièrement, je rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec la crypto et qui me parlent du merge et qui me parlent des halvings sur Bitcoin et qui me parlent de trucs qui sont quand même, tu vois, plutôt d'un bon niveau. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont acculturés à tout ça. Et donc, finalement, malgré la chute des marchés, mais qu'on attendait quand même à un moment en 2022, hein, peut-être pas aussitôt, mais on attendait,
Moi, je suis assez optimiste quand je vois le nombre de personnes qui se sont formées et qui s'intéressent à ce sujet. Et qui continuent à en parler aujourd'hui, parce qu'avant on me disait que c'était le signal social qui te donnait le top pour sortir de crypto. Quand ton chauffeur de taxi commençait à t'en parler, c'est que tout le monde achetait de manière déraisonnable. Ça, on l'a eu. Comme à chaque fois, à peu près au top. T'avais le chauffeur de taxi. T'avais tout le monde en fait, hein. Tu sais, ton cousin qui t'appelle, ton pote que t'as pas vu depuis 10 ans qui t'appelle pour te dire j'ai vu que t'étais dans la crypto, qu'est-ce que je dois acheter. Enfin, tous ces moments-là, c'est le signal que c'est la fin, quoi. C'est la fin du boulot. J'ai mon beau-frère qui dobait sur les NFT et qui a approché sa sœur qui dessine pour dire « Et si on montait une collection de NFT histoire de ramener un peu d'argent à la maison ?» Ah ben, il y a des opportunistes. Très belle anecdote sur ton beau-frère, mais est-ce que tu as une question de la communauté à partager avec nous? Non, je crois qu'on est plutôt... ça interagit beaucoup sur la rémunération du Vreflox, qu'on salue. Bravo. Ouais, bravo le Vreflox pour ton succès abroad. Enfin, espérons que tu puisses en faire quelque chose du coup quand même. Hein. Mais... Achète des machines à écrire NFT 20 minutes. Je vous rappelle qu'elles sont en vente à vil prix sur OpenSea et que vous pouvez faire une très belle plus-value. Je sais pas, non, ça c'est pas vrai. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Un très beau cadeau à votre famille pour Noël, n'oubliez pas. J'ajoute une dernière question parce que ça file et qu'il est 19h08 et que Adrien n'est pas encore parti. J'ai de la chance, je le bloque. Mais j'ajoute une dernière question de Lolo 20 Mint que vous connaissez peut-être. Est-ce qu'on quand on regarde et quand on parle de crypto, nous, on pas aveuglé par la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire d'être dans un pays très bancarisé, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la planète, dans un pays où l'inflation, même si aujourd'hui on en parle beaucoup, reste dans des limites assez raisonnables. Et est-ce qu'on ne manque pas finalement l'avantage principal des cryptos qui est d'être une réponse à ces problématiques-là pour les gens qui vivent en Inde, en Afrique, dans certains pays d'Amérique du Sud? Si, après, comment dire, c'est un problème de luxe, tu vois, de manquer cet avantage-là. Ouais. Donc, si, forcément, enfin, je dirais que pour nous, les cryptos sont plus un luxe qu'un réel besoin aujourd'hui. Enfin, en tout cas, tant qu'on est dans un pays relativement démocratique, avec un euro relativement stable, finalement, les cryptos sont plus un investissement qu'autre chose. Et donc, c'est une forme de confort pour nous. C'est pas le cas dans plein d'autres pays du monde. Donc oui, peut-être qu'on manque le principal avantage des cryptos, mais j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux. Tu vois, les Ukrainiens, ils n'ont pas manqué le principal avantage des cryptos, mais j'ai pas envie d'être à leur place non plus. Je dis ça parce que c'est ton livre qui m'a remis ça en tête, et je trouve que ça fait partie des choses que vous racontez avec Alexandre très bien et que vous remettez en contexte très très bien. Donc avant de passer la parole à Adrien, je voulais te remercier pour ce livre, vous le représentez. N'hésitez pas à l'acheter, il est cadeau de Noël. Vous ne pouvez pas le louper, hein, normalement, la couleur se voit. C'est plus flashy que le prix 20 minutes. Sauf s'il y avait un écran vert. Ah ouais, on serait... Ouais. Mais on est dans un vrai décor. J'ai juste un commentaire sur le tout début de la discussion que je trouvais très intéressant sur l'origine des cryptos. D'ailleurs, on parle beaucoup des crypto-monnaies, mais crypto au départ, c'est vraiment cryptographie, cryptologie, c'est le chiffrement. Et quand on parle de pourquoi on en a besoin, il y avait cette idée que tu développais très précisément sur la résistance, la résilience. Et il y a une anecdote jurisprudentielle qui date d'hier. Je voulais juste la partager avec vous. Parce que, en fait, si tu veux, dans une affaire de trafic de stupéfiants, il y avait la question de savoir si la personne qui se faisait arrêter devait ou pas communiquer son code de déverrouillage de téléphone portable. C'est une affaire qui a eu plusieurs rebondissements. Et hier, l'Assemblée plénière, c'est en gros la plus grosse formation de la Cour de cassation, a dit qu'un individu qui refusait de communiquer la clé de déchiffrement, pour faire simple, ça pouvait constituer un délit. Et en fait, là, on est sur un trafic de stupes par rapport à un code de déverrouillage. Et moi, cette jurisprudence-là, elle m'intrigue aussi d'un point de vue crypto-chiffrement et crypto-monnaie. C'est-à-dire que demain, s'il y a par exemple une perquisition où on a un cold wallet, on a un ledger et on veut ou pas communiquer ces seed phrases, est-ce qu'on arriverait dans la même application du texte pénal? C'est assez intéressant. On parle de technologies qui sont distribuées, qui sont décentralisées, avec une possibilité d'être soi-même, soit détenteur, soit propriétaire de certains actifs. Et tout ça repose vraiment sur le chiffrement. Enfin, le crypto, avant tout, c'est le chiffrement. Et il y a cette jurisprudence d'hier qui est assez intéressante, et je vous invite à suivre un peu ce débat, c'est de savoir, dans une société démocratique, à quel point tu es ou pas obligé de communiquer aux autorités judiciaires la convention secrète, donc la clé de déchiffrement d'un moyen de cryptologie.
Et je pense qu'on est en plein dedans parce que la capacité de résistance ou de résilience sur certaines de ces interactions dépend aussi de la façon dont ça va être appréhendé socialement et puis aussi peut-être par certains juges. Okay. Et qu'est-ce qui pourrait justifier que tu puisses décider de ne pas la donner? Parce que moi, comme je vois la tendance aujourd'hui, je ne vois pas dans quel monde on pourrait avoir une jurisprudence en faveur là, j'ai envie de dire de la liberté du citoyen de ne pas donner sa seed phrase. Mais c'est-à-dire que si on revient même aux crypto-manifestants anarchistes, Timothée May, etc. Au départ, l'idée, c'est justement de pouvoir chiffrer. C'est ce débat global de pouvoir chiffrer ces communications, de ce qu'on s'envoie entre nous, etc. Comment on pourrait avoir des interprétations différentes? Ça dépend après. Bon, là, je n'ai pas envie d'aller trop dans le détail des textes. Mais c'est hyper intéressant. Mais pour te donner un exemple, le juge de première instance et la cour d'appel avaient décidé que le code de verrouillage du téléphone n'était pas un moyen de chiffrement parce que ça permettait juste de verrouiller ton téléphone et pas la donnée qui est sur ton téléphone. Et c'est la chambre criminelle de la cour de cassation qui a dit que c'était pas le cas. Et puis plus tard, c'est revenu devant une cour d'appel qui a dit ah non mais non c'est pas un moyen de chiffrement. Et puis là c'est revenu hier et ils ont dit que c'était un moyen de chiffrement. Donc c'est intéressant la question de la crypto dans un enjeu de société plus global, c'est-à-dire il y a toujours cette approche de double usage. Bien sûr, un outil peut permettre, un marteau peut permettre de faire des travaux et de blesser son voisin. Enfin, il y a plein de choses. Mais le chiffrement, on a toutes ces discussions sur les messageries qui sont end-to-end, etc. Là, je prends l'exemple sur les clés de déchiffrement d'un ledger ou d'un autre wallet, mais ça peut se poser aussi sur les communications de n'importe quelle app qu'on utilise. Donc, c'est assez intéressant. Je te laisse parce que t'es chaud et mesdames et messieurs, Adrien, voilà, donc vous aurez compris, il est avocat, mais il est aussi expert tech et il a été mandaté. Alors, tu vas nous expliquer un peu comment ça marche pour mener avec deux autres personnes une mission exploratoire. Déjà rien que ça, moi, ça m'a emmené dans un autre monde. Comment ça fonctionne une mission exploratoire? Qui t'a mandaté? Comment ça se passe? Mission exploratoire sur le métavers ou les métavers. C'était quoi Alors c'est une mission exploratoire sur le métavers, mais moi je préfère en parler au pluriel. Mais d'ailleurs j'étais pas seul, donc je l'ai fait avec Rémi Ronfard qui est chercheur à l'INRIA. Et avec Camille François, qui est aussi chercheuse à Columbia et qui travaille dans une autre entreprise de réalité augmentée. Donc, des personnes qui sont vraiment sur le terrain et qui connaissent bien les expériences immersives. Voilà, moi, personnellement, je travaille aussi au quotidien avec beaucoup de personnes très entrepreneurs et dans l'innovation liée, que ça soit à l'immersif ou au Web3. Et donc, c'est une mission exploratoire qui nous a été confiée par 3 ministres. Économie, culture, numérique, pour faire simple, en février dernier. Oui, donc ils ont changé entre-temps pour ça. Ils ont changé entre-temps pour certains. 1 sur 3 voilà. Est resté. Salut Cédric. Mais c'est intéressant. Premièrement que je pense que le gouvernement cherche à s'intéresser à ces sujets suffisamment en amont de phase. La mission, elle est exploratoire parce qu'elle se veut ni exhaustive ni prescriptive. Enfin, tout ça est très jeune encore. Donc, on n'est pas du tout dans une approche... on est dans une approche très ouverte. Okay. Le but, c'est de clarifier le débat, comprendre quelles sont les opportunités qu'on pourrait saisir, appréhender les risques qui pourraient exister et donner des clés de compréhension, insuffler un peu aussi un horizon commun, un écosystème français qui est assez riche et dynamique. Et on n'a pas fait que tous les 3 parce qu'on a rencontré plus de 80 personnes. On a pris quel moyen on donne? Une carte de bibliothèque hein. Alors, les moyens sont les tiens. Hein. Tu fais ça de manière indépendante et tu connectes tes cerveaux pour trouver des idées. Mais il y a tout un écosystème qui est très participatif et qui font partie aussi des personnes qui font remonter des idées. C'est pas du tout juste nous 3 qui avons insufflé quelque chose. Vous avez rencontré plein de monde pour faire ce rapport. On a une petite centaine de personnes. Ouais. Et les gens, globalement, tu leur expliques que tu es mandaté par 3 ministres et te disent OK, on est... Mais en fait, on a un écosystème très riche parce qu'on va revenir après sur à quoi ça correspond les métavers, mais on rencontre à la fois des personnes qui sont en fait des pionniers des réalités mixtes, que ça soit augmenté, que ça soit VR, AR ou XR depuis des années. Il y a des personnes qui sont des artistes, il y a des personnes qui sont des chercheurs en sciences sociales, en informatique. Donc il y a tout type de retour. Et en fait, c'est un changement de paradigme qui est assez grand. Donc il faut à la fois se poser des questions d'un point de vue
les risques que ça peut avoir en termes de santé publique, en termes environnementaux, en termes éthiques, les risques de business, analyser la chaîne de valeur de business model. Il y a plein de questions. Donc il faut vraiment être assez ouvert et laisser aussi le temps faire son œuvre. Donc il faut advenir tranquillement avec une multitude d'enjeux qui vont naître dans les années à venir. Et puis écrire derrière, parce que je vous le dis, moi j'en lis pas mal pour mon travail. De gaieté de cœur, des rapports. Celui-ci fait une bonne centaine de pages. Il se dévore. J'ai un bouquin, vous pourriez l'éditer, mais c'est un rapport hyper agréable. Je vous connais, vous pouvez le lire. Vous allez vous régaler. Voilà. Tout à l'heure, je cherchais le terme qui me venait pas. C'est flatterie. Voilà. Non, en tout cas, merci. Désolé de te flatter en direct. Non, mais je trouve le rapport vraiment. Fleuby35 est d'accord. Il dit: je l'ai lu, ce rapport est super intéressant. Bon boulot. Voilà. Et je sais que Christophe Cousin, qu'on a reçu aussi il n'y a pas très longtemps, disait ce matin l'avoir lu et le recommandait à tout le monde pour plonger dans cet univers-là. Christophe Cousin, qu'on salue, un grand expert lui aussi du métavers. Alors, avant de te lancer réellement, on va faire un truc que la communauté aime bien, c'est qu'on va faire un petit quiz. Voilà. Okay. Et on va faire un petit quiz qui est tiré de mes lectures. Je ne lis jamais pour rien. Voilà. Donc j'ai lu ton rapport, j'ai appris 2-3 trucs et du coup j'en ai tiré des questions, vous allez voir, ça va vous passionner. Donc Fleuby35, toi qui as lu le rapport, tu pars avec un petit avantage, on va pas te mentir. 28 le quiz, un seul Z, mais c'est parfait et c'est lancé. Ils veulent du merch, le merch, on expliquera un jour comment l'avoir. Faut continuer à participer dans la commune. Elvel, le vrai Flox, Usul, normalement vous devriez l'avoir vous. Ça, on les réserve pour les gens qui nous ont aidés sur le numéro 2. On n'en a pas un stock énorme. C'est Anne qui nous a fait ces tasses, on la remercie. Mais on vous en a mis de côté pour tous ceux qui nous avaient aidés sur ce numéro. Bref, le quiz. Vous voulez votre NFT ou pas? Et le livre, on fait gagner. Oui, le livre. Et aussi. le livre, bien sûr. On fera un double tirage au sort. Il y a mes notes dedans. Non, c'est pas vrai. J'ai été prise à côté. Alors, le quiz. Première question, Hélène. Est-ce que tu es prête? Je dis Hélène et Romain. Conduite accompagnée de l'autre côté. On a mis les gros moyens pour cette interview collaborative, les amis. Hélène me banne pas, c'est clair. On est prêt? Question numéro 1. En 1986, tu ne dis rien, Adrien, hein? Ouais, toi non plus, Claire, sort le premier environnement virtuel multi-utilisateur appelé Habitat. Qui l'a développé? A. Arnaud Montebourg, B. Lucasfilm et C. Loïc de Métagellan. Je ne sais pas qui a rédigé ce quiz, mais Loïc, tu n'es pas si vieux que ça. Tu aurais pu, mais c'est... Il n'y a pas de D, la réponse D. D, la réponse D. On l'a déjà placé. Romain me les a toutes volées, ces petits gimmicks. Mes quiz sont d'une tristesse folle. Il y a du B. Il y a du B, ouais, c'est pas mal. Allez, on monte un petit peu en gamme. En 92, le terme métavers apparaît dans le roman Snow Crash de Neil Stephenson, le samouraï virtuel, qui s'ouvre, c'est une belle bouse quand même, on peut le dire, qui s'ouvre sur une course folle. Pourquoi le héros de Snow Crash traverse la ville à toute vitesse? A, pour livrer une pizza. B, pour être à l'heure devant 20 minutes au carré. C, pour être le premier au cahier d'activité de Gauthier. Je vous rappelle que tous les jours, on pose une page de notre cahier d'activité Je rappelle qu'il a été écrit en 92, ce livre. Bref, ouais. Et là, je vois qu'il y a des gens qui ont bien bossé. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Enfin, C. En quelle année a disparu Second Life, la première expérience significative de métavers? A. En 2003. B. En 2009. Et C. Second Life va toujours très bien. Merci pour lui. Voilà, on vous laisse encore 15 secondes pour répondre. Il y a des bonnes réponses. Hélène, tu vas avoir du boulot au tirage au sort. Vous êtes au top. Hein. On salue Martino qui nous a rejoint. Merci pour ton super travail sur la page gaming et Web3. J'ai reçu les textes après-midi. On donne aussi toujours des petites... on est entre nous. Et on salue Yassao. C'est la première fois, je crois, qu'on le voit sur le chat. Et ma maman qui vient rarement, mais qui est là ce soir. Je crois que c'est bon, tu peux raccrocher les wagons, vas-y. Adrien, parlons du métavers, du rapport de la mission exploratoire. Il y a 10 propositions. Il y a beaucoup plus que ça, mais il est 19h21, vous êtes fatigué. Alors, moi je n'ai pas lu le rapport, donc c'est compliqué. Bravo, mais bon, donc les 10 propositions. Donc il y a 10 propositions, et en fait elles sont assez structurées, même si elles ne sont pas forcément réparties comme ça. Les 10 propositions ne sont pas forcément
dans l'ordre que je vais choisir pour t'en parler. Mais moi, ce qui me semble être le cadre un petit peu de cette réflexion, c'est finalement arrivé un mois après la commande de la mission exploratoire, c'est ces déclarations du candidat Macron autour du métavers, de souveraineté européenne. Mais il nous faut absolument, c'était quoi? Il est absolument essentiel d'avoir un métavers européen. Puis on sait que Cédric O derrière était passé pour expliquer non, mais on parle pas nécessairement d'un métavers au sens où vous l'avez compris, mais peut-être d'un moteur graphique qui reposerait sur des composantes européennes. Bref, est-ce que c'était le début de cette mission, d'essayer d'éclairer le futur président, enfin qui était président mais candidat quand il dit ça, sur cette construction d'un métavers européen? Est-ce que c'était ça que vous aviez en tête quand vous avez lancé le rapport? Je pense que ce qu'on avait surtout en tête quand on a lancé le rapport, c'est de donner des éléments de définition, parce que tout le monde utilise ce mot. Il y a beaucoup de boîtes qui se rebrandent avec ce mot. Et du coup, ça vient véritablement impacter nos imaginaires. Ça va aussi impacter notre quotidien. Et en fait, derrière, on se rend compte qu'il y a plein d'acteurs qui veulent dire « moi, j'ai la définition du métavers et le métavers, c'est ça ». Et en fait, quand on a interviewé plus de 80 interlocuteurs, on se rend compte qu'on n'a jamais la même définition. Il y en a qui vous disent c'est l'Internet, d'autres c'est le web, d'autres c'est l'immersif, d'autres c'est l'espace-temps dans lequel le numérique sera dans une frontière qui sera plus floue avec le réel. Donc, il y a du rêve, il y a du désir, il y a beaucoup de communication marketing qui sont importées et portées par des grands acteurs de la tech. Et en fait, les métavers, ils sont pluriels. Ça vient en fait déjà, il fallait tirer les fils technologiques. Les fils technologiques, ça peut venir des technologies immersives, ça peut venir de l'histoire du web, ça peut venir de la littérature. Tu viens de rappeler le roman de Stevenson où dans Snow Crash, le métavers, il est juste accessible à 1% de la population la plus riche. C'est un métavers qui est basé de publicité. Donc, il y a plein de métavers qui vont être possibles. Donc déjà, pour répondre à ta question, le but, c'est de donner des éléments pour mieux comprendre ce dont on parle. Si je devais le simplifier, parce que j'ai bien compris que l'heure était tardive, je dirais les métavers sont pluriels. Il y en a qui vont être industriels. On est beaucoup plus sur une représentation hyper réaliste de quelque chose, peut-être dans une logique B2B industrielle. Simuler, par exemple. Simuler quelqu'un qui va apprendre à manipuler une machine-outil un peu plus compliquée, etc. Vous allez avoir de l'autre côté des métavers qui vont être pas du tout hyper réalistes, mais qu'on appelle voxelisés. Le voxel, c'est comme le pixel, c'est une unité d'information graphique. Le pixel, c'est en 2D et le voxel, c'est en 3D. Donc, si vous êtes allé sur Sandbox. Sandbox, voilà, qui est beaucoup plus gamifié, du coup. Et voilà. Et dans les deux cas, vous pouvez avoir beaucoup de créativité, parce que vous pouvez être de manière hyper réaliste en train de monter en haut de Notre-Dame et faire du jumpsuit. Et puis, vous pouvez être de manière voxelisée dans un univers beaucoup plus Lego, avec des briques, etc. Donc, il y a des métavers qui vont être à vocation beaucoup plus pédagogique, d'éducation, d'autres culturels. Je pense que l'aspect culturel, c'est quelque chose qui ressort beaucoup du rapport. En France, il faut voir l'avantage aussi compétitif qu'on a. Enfin, on peut s'imaginer avec beaucoup d'ambition, ce qui est normal et souhaitable. On est un pays qui a 70 millions de personnes, mais par contre, on est aussi un pays, Paris par exemple, est une ville qui accueille plus de 70 millions de touristes chaque année. Et donc, en fait, quelles sont les cartes qu'on a, notamment en France? On a un magnifique patrimoine, on a un territoire qu'on peut mettre en valeur, on a beaucoup d'art et de culture. Et parmi les métavers qui vont peut-être se dessiner, il y aura une nouvelle manière d'avoir un rapport à des œuvres. C'est-à-dire que ça soit de manière immersive ou de manière augmentée, vous allez pouvoir peut-être rentrer dans les couches du tableau. Peut-être que vous allez pouvoir faire ressortir le tableau. Enfin, donc, je propose un truc, vous proposez un truc très concret là-dessus, autour de la Joconde. On s'est exercé à réfléchir à la Joconde métaversique, à quoi elle pourrait servir cette Joconde. Donc il y aura des personnes qui vont vouloir la tokeniser, faire une DAO pour faire les amis de la Joconde, et puis il y aura des NFT liés à ça. On vous reconnaît, vous êtes là. Il y aura des personnes qui vont vouloir se dire avec parce que les métavers, et je reviendrai là-dessus, dépendent pas il y aura différents métavers en fonction des devices d'entrée. Donc si vous êtes avec des lunettes plus type de réalité augmentée, vous pouvez taguer peut-être la Joconde. Si vous êtes dans une logique plus de réalité virtuelle, vous pouvez peut-être rentrer dans les couches de peinture et vous avez une expérience beaucoup plus immersive, beaucoup plus différente. Donc finalement, qu'est-ce que c'est les métavers? Les métavers, c'est des services en ligne qui vous donnent accès à des simulations de scènes qui sont 3D, en temps réel, partagées, persistantes, dans lesquelles vous pouvez partager des expériences immersives. Ça, c'est les éléments constitutifs. Après, les modalités, c'est-à-dire ce qui ne dépend pas des éléments propres, essentiels des métavers,
c'est la manière auquel vous pouvez y accéder. Il y a les métavers qui seront avec des visiocasques, d'autres sans. Et vous avez des métavers qui vont être avec des chaînes de blocs, des blockchains, des distributed ledger technology. Il y en a d'autres qui vont pas du tout être avec ça. Donc déjà, on a essayé de dresser une taxonomie entre, voilà, vous avez des métavers comme Spatial qui sont avec visiocasque et avec blockchain. Vous avez certains disent que c'est des proto-métavers, mais qui sont sans casque, sans blockchain. Voilà, sans blockchain, qui peuvent être type Minecraft, Roblox. Donc, vous avez déjà différentes modalités et il faut être très humble et ouvert aujourd'hui. On ne peut pas préjuger de ce qui va se passer dans 5-10 ans. On ne peut pas savoir quels sont les usages qui vont être plus dominants que d'autres. Et donc, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en France, on a des écosystèmes d'acteurs qui sont très forts, mais qui souvent aussi sont distincts ou peut-être s'ignorent ou peut-être refusent d'accepter la légitimité de l'autre. Et pourtant, il y a de la place pour beaucoup d'innovation et de créativité. Il y a des acteurs qui viennent plus des technologies immersives. Qui viennent plus de AR, VR, XR. Il y en a d'autres qui, aujourd'hui, sont plus avec le pump Web3, NFT, blockchain. Et bizarrement, étrangement, chacun essaye un peu de dire que sa définition exclut l'autre. Alors que bon, il y a une multitude, encore une fois, une multitude de métavers. Il y a des métavers qui seront avec ou sans. Et donc voilà, donc pour répondre à ta question de manière peut-être un peu longue, mais tu sais, les avocats s'écoutent parler, il y a une pluralité et je pense que les métavers, c'est surtout une très grosse ère de créativité. Et ce serait dommage de ne pas promouvoir la créativité dont on peut faire preuve en France. On va en parler de la créativité, mais il y a un des trucs que moi j'attendais pas dans le rapport et qui m'a vraiment intéressé, c'est finalement ce que je mets juste à l'exact opposé de la créativité, c'est la standardisation et c'est le rôle que pourrait avoir l'État dans les organes qui sont à l'œuvre. Alors, on les oublie les uns les autres, mais il y a des organes internationaux qui définissent les grandes normes qui sont utilisées pour le Web 1, pour le Web 2, et qui existent aussi pour le Web 3. Ça, j'ai découvert ça en lisant ton rapport, et plus largement que le Web 3 pour le métavers. Une des propositions, c'est finalement de faire de l'entrisme dans ces groupes de définition. Un entrisme positif, hein, mais par exemple, le W3C, donc eux, c'est la standardisation notamment du web, hein, qu'importe le chiffre. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui croient pas au concept chiffré des web. Donc eux, ils définissent les standards du web. Il y en a d'autres qui sont plus spécifiques à certaines formes d'interopérabilité liées au métaverse, comme le métavers Standard Forum. Donc, ce qui est sûr, c'est que historiquement, on avait été très présent, soit par des chercheurs, soit par des représentants d'entreprises françaises, etc., dans ces groupes de standardisation, de normalisation, qui impactent en amont directement l'architecture technologique. Hein, tout le monde connaît cette phrase de Laurence Lessig, le code informatique, c'est la loi. Hein, donc, code is law. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça serait intéressant, si on veut avoir un peu aussi notre voix dans ces discussions-là, peut-être de faire partie de cette discussion. C'est l'impensé complet de 20 minutes. On n'a jamais invité qui que ce soit qui œuvre dans l'ombre relative, parce que c'est quand même globalement un travail de soft power. On fait passer des idées, on à ce que les normes qui permettront peut-être demain l'interopérabilité soient favorables, correspondent à la vision que le pays a. Mais j'aime bien ce terme-là, parce que le métavers, c'est avant tout un enjeu de soft power. Je vais caricaturer et simplifier un tout petit peu pour aller plus vite dans la démonstration, mais nous, on a, par exemple, je pense autour de cette table, été marqués à un moment par une culture hollywoodienne, que ça soit les films, que ça soit MTV, enfin, vous prenez les instanciations que vous souhaitez, mais voilà. Aujourd'hui, cette culture-là, elle est portée par Netflix. Enfin, je ne dis pas que dans votre temps de cerveau disponible, vous ne regardez pas Arte, chacun d'entre vous, mais il y a forcément des grandes plateformes de streaming américaines qui viennent façonner la manière dont vous regardez des séries avec des cliffhangers, etc. La question qui se pose, c'est la diversité des contenus qui vont être présents demain. Je ne vous parle pas seulement en quelle langue ils seront présents, mais dans la manière dont ils vont être construits. Et en France, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup par exemple, je prends juste l'exemple de musées, on a beaucoup d'artistes, on a beaucoup d'acteurs dans le jeu vidéo, des personnes dans la modélisation, dans la réalisation 3D, qui vont pouvoir porter beaucoup de contenu dans les métavers, et ça serait intéressant que ce soit nous qui les portions et pas des acteurs qui viennent nous numériser. Parce que voilà, si vous n'avez pas demain entre guillemets une expertise dans ces sujets-là, dans 10 ans, ce qui va se passer, c'est que vous avez des grandes plateformes extérieures qui vont vous dire « Ah, c'est sympa, le Louvre, on va vous faire le truc, Notre-Dame aussi, etc. »
Donc, il y a toute une réflexion autour de la création culturelle. Alors, c'est sans doute aussi parce qu'un des mandataires, c'était le ministère de la Culture. Et puis, ça tient sans doute aussi au profil des gens qui ont travaillé avec vous. Mais il y a une proposition très concrète que je trouve aussi très sympa autour d'une sorte d'IRCAM du métavers. Donc, l'IRCAM, pour ceux qui connaissent pas, c'est le point de rencontre institutionnel entre la science et la musique, quoi. Ça a été porté par Pierre Boulez dans les années 70. Je te corrigerai pas là-dessus. Au milieu des années 70, je pense. Et c'est un endroit où finalement l'art se nourrit de science et qu'on pourrait imaginer aussi sur le métavers, où globalement on parlait de Neil Stephenson tout à l'heure. Les imaginaires, alors le sien c'est pas forcément le cas, mais les imaginaires sont souvent assez noirs. Et quand on discute avec les gens autour de nous de métavers, on voit que grosse partie de la vision elle est nourrie d'imaginaires dystopique, très sombre, où forcément on fuit le réel, on va vers quelque chose qui nous détourne du pauvre monde dans lequel on vit. Est-ce que l'IRCAM l'IRCAM du métavers pourrait être aussi un laboratoire de pensée positive autour du métavers? Je ne sais pas comment dire ça. Mais... Oui, je vois bien. En fait, c'est ce que tu décris. Il y a une belle intersection à venir entre science et art. Et aujourd'hui, on a des attelages qui sont insuffisamment hybrides. Alors que si tu fais travailler la recherche publique sur ces enjeux de manière croisée, même aussi des instituts privés, mais il y a en fait un enjeu de formation. Quand on voit la spécificité, l'avantage compétitif par exemple de la Corée, qui a un énorme plan et un énorme budget sur le sujet, ils ont certains objectifs. Nous, la question qu'il faut qu'on se pose collectivement, c'est tout ça, c'est des évolutions. Aujourd'hui, il y en a qui parlent de proto-métavers. Enfin, soit il y en a qui disent ça a toujours existé, soit il y en a qui disent ça n'existera que plus tard. En tout état de cause, ça va prendre du temps à se façonner. Donc, il faut se poser la question de pourquoi et sur quoi on va être connu dans quelques années. Donc, on a des très bonnes formations aujourd'hui, que ça soit design, graphique, jeux vidéo, etc., mais qu'on pourrait encore davantage renforcer. Et il y aurait cette intersection science-art parce que demain, les questions, c'est de savoir comment développer des moteurs 3D temps réel. Donc, il y a des questions de code, mais aussi des questions de réalisation de contenu 3D. Donc, on pousse notamment sur cette idée-là. Et ça, c'est sur l'enjeu de souveraineté culturelle, mais il y a d'autres enjeux de souveraineté. En fait, on a un écosystème qui est très dynamique, qui est très pluriel. Et je pense qu'il faut qu'on se saisisse un peu de la chance qu'on a aujourd'hui avant de louper le coche. Est-ce que dans la lettre de mission, ou en tout cas dans l'esprit dans lequel vous l'avez reçu, il y avait l'idée de réfléchir à comment améliorer l'acceptabilité sociale du métavers? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas forcément un appétit quand on en parle les uns les autres autour de nous. Moi, je rencontre plutôt des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que tu me dis avec ton métavers ? Va acheter le pain, quoi. » Il n'y a pas de... Alors, je précise que le rapport, il est public et que la lettre de mission, elle est dans l'annexe. Donc, tout ça, c'est vrai, exact. Tout ça est accessible et c'est une question qui a été posée, c'est-à-dire celle de l'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, on est dans une logique beaucoup plus de l'offre que de la demande. En fait, vous avez des big tech qui arrivent, certains avec leur métavers industriel, d'autres avec leur un métavers plus entertainment. Et il y a pas, ils sont pas encore en tout cas les plus récents il n'y a pas encore beaucoup d'utilisateurs dedans. Il n'y a pas full. Mais encore une fois, ça va prendre du temps un peu à se développer. Les questions d'acceptabilité sociale, elles sont multiples. C'est-à-dire que, mais là, je vais prendre des enjeux qui sont similaires aussi avec d'autres pans de l'innovation. Aujourd'hui, on a déjà pensé la R&D à l'ère de la sobriété numérique. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des enjeux de sobriété numérique qu'il ne faut plus continuer à innover, mais il faut forcément trouver les outils qui permettent de mesurer l'impact pour savoir quels sont les usages que vous priorisez, ceux que vous ne priorisez pas. Encore une fois, c'est très facile de caricaturer, d'amalgamer ce que peuvent être les métavers. Les métavers, ce n'est pas forcément pour tout le monde mainstream, demain, mass market. Ça peut être sur certains usages qui sont très différents entre le culturel, l'éducation, l'IGN, qui est l'institut en gros National Geographic sur les informations forestières. Eux, ce qu'ils utilisent dans les métavers, en fait, eux, ils utilisent des jeux géographiques, de jeux de données géographiques qui vous permettent en fait d'avoir un mapping du territoire, une cartographie, pardon. Enfin, faisons pas de franglais, du territoire français pour l'avoir de manière très granulaire et vous permettre, par exemple, d'anticiper en termes d'aménagement du territoire les impacts de
vos politiques publiques, en termes de flux de population, en termes de différentes... Ça, c'est un usage qui est assez intéressant. Et j'en profite pour recommander la lecture du 1, sur lequel vous avez bossé avec l'IGN. Je fais mon pédant, je ne l'ai pas lu. Mais, le Conseil national du numérique, exactement. Il paraît que c'est assez remarquable. Mais ça, vous considérez que c'est des métavers, enfin que c'est un métavers, du coup, c'est simulation Non, c'est-à-dire que les jeux de données géographiques, ils vont, tout l'enjeu autour des technologies LiDAR, et votre iPhone Pro, si vous en avez un, il a déjà ça intégré. En fait, il y a la création de métavers, mais après, il y a la création de contenu dans les métavers. Il y a les enjeux de quelles sont les briques qui vont être utilisées, les formats, est-ce que ça va être code, no-code, etc. Donc, eux, ils utilisent des briques qui sont sur une approche très commun numérique, qui est assez intéressante. Ok. J'en profite pour caser. On a quelques... Oui, alors il y a Adrien, il y a le vrai Flox qui veut faire appel à tes services en tant qu'avocat, mais ça, c'est encore une blague. Pas sûr. Moi, je pense que... mais c'est pas forcément d'Adrien qui aura besoin. Il y a Sabem qui a réagi quand tu parlais de métavers et de patrimoine. J'ai cru comprendre qu'il lançait un projet là-dessus et il a dit il faut qu'on parle. Donc, je me fais juste le... Et Seb dit c'est pas du tout une blague. Et effectivement, et Seb travaille notamment sur... on va en parler, mais notamment sur les imaginaires. Mais encore une fois, déjà ravi pour dialoguer, parce que le but du rapport aussi, c'est de faire en sorte qu'on se réveille collectivement en se disant on a un écosystème qui peut porter des choses. Nous, dans notre démarche, d'ailleurs, je sais qu'on a tous que 24 heures dans la journée, donc il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas ni l'envie ni la possibilité de le lire, mais c'est pas un rapport qui veut clore la discussion. C'est-à-dire que moi, je considère que sur l'identification de la chaîne de valeur, pour savoir la France dans une approche notamment de soutien des entrepreneurs, des investisseurs et des opérateurs publics, avec de la commande publique, comme ça peut exister aux États-Unis. On pense qu'aux États-Unis, il n'y a pas de commande publique, alors qu'il y en a énormément. Il faut savoir quelles sont les briques essentielles qu'on va devoir prioriser. Ça, il va falloir faire beaucoup plus d'études que celles qu'on a pu réaliser. Sur la conciliation avec les enjeux environnementaux, pour continuer à répondre à ta question sur l'acceptabilité sociale, qui est à la fois sur les enjeux environnementaux, mais aussi mesurée, parce que pour l'instant, à l'état de l'art des technologies, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas accéder à ces technologies, notamment parce que ça te fait mal de transport, cinétose, fatigue musculaire, etc. Mais tout ça, ça peut évoluer avec le temps. La voiture, au début, quand on la prenait aussi, les personnes étaient un peu sujet. Quand on fait des réunions, mais ce que je veux dire par là, c'est que volontiers pour continuer à discuter, parce que le but, c'est que aussi il y a d'autres personnes après qui prennent. Je pense qu'il faut une approche multidisciplinaire, pas que des personnes qui sont seulement sur un background, mais il faut creuser tous ces sujets. Ça ne va pas être le seul rapport, j'imagine. Point intéressant de Choutenay, je suis désolé, Laurent. Je t'en prie. Il dit, est-ce qu'il y a une réflexion sur l'aspect régulatoire des contenus dans cet environnement immersif ? Oui, complètement. Il y a beaucoup d'enjeux de régulation qui vont se poser. Alors, si on fait une analogie avec Internet, il y a toujours ce réflexe. Alors, c'est un peu comme ce que tu décrivais tout à l'heure, Claire, en marge des conférences, on voit en fonction des types de questions. Les questions qui viennent tout le temps, c'est quand on est avocat en nouvelles technologies, c'est le Far West, il n'y a pas de loi, etc. Il y a plein de briques de loi qui existent déjà, qui peuvent déjà s'appliquer. Ce pourquoi on a besoin de recherche spécifique, c'est pour comprendre les caractéristiques inédites et précises posées par les environnements virtuels persistants, partagés en temps réel 3D. Je vous donne un exemple. Les enjeux qu'il y a sur les réseaux sociaux, ils vont se poser en termes de modération sur les métavers. Il y a des métavers qui vont être haptiques, donc avec le toucher en plus, ça va être peut-être différent. Mais donc, il faut réussir à caractériser les points d'inflexion qui nécessitent des compléments dans la régulation et la réglementation. Moi, ce que je pense, c'est qu'en termes de... Il y a beaucoup de pans, donc la modération des contenus en fait partie, mais il y a aussi la question de savoir comment on va constater les infractions. Sur les réseaux sociaux, les traces restent de manière asynchrone la plupart du temps. Sur les métavers, puisqu'il y a du temps réel, en fonction de la manière dont est configurée l'architecture technique, vous n'allez pas forcément pouvoir enregistrer la preuve. Ça pose aussi une autre question de souveraineté, parce que moi je parlais de souveraineté un peu entre guillemets culturelle tout à l'heure, mais l'enjeu sur la souveraineté numérique, il est souvent illustré sur les affaires type le Health Data Hub, les entrepôts de données de santé qui sont confiés en hébergement Azure, etc. Mais il y a d'autres enjeux de souveraineté qui sont insuffisamment, qui sont un peu sous-évalués et qui peuvent faire un lien avec ce dont Claire parlait tout à l'heure. C'est typiquement, donc encore une fois, il n'y a pas d'identité entre métavers et Web3, mais il y a certains métavers qui seront basés sur des blockchains. Pour ces métavers-là,
la question se pose notamment de pouvoir faire du forensic, donc constater des infractions, etc., on-chain, off-chain, etc. Des outils américains du coup aujourd'hui, quoi. L'outil principal qui fait bien son taf pour plein de choses, c'est Chain Analysis. Il y a beaucoup de ministères aujourd'hui qui ont un contrat avec cet outil. Quand cet outil, c'est quoi? C'est grosso modo c'est des algorithmes qui sont nourris par de la donnée. Quand vous nourrissez cet outil par les données du contribuable français, déjà il y a une fuite d'intelligence économique qui est gigantesque. Mais en plus, on parle quand même d'un outil qui a été développé par le fonds d'investissement In-Q-Tel du renseignement américain, de la CIA, et qui a bénéficié d'une commande publique qui est gigantesque. La question, elle est légitime, je ne dis pas qu'elle est tranchée, qui doit se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, là on ne parle pas d'un SEO, d'un search engine Google avec Quant où on se redresse 15 ans plus tard et finalement on n'y arrive pas. C'est encore très early. Donc la question qui se pose aujourd'hui en termes de souveraineté des moyens de constatation des infractions en ligne, et après pour percevoir les impôts éventuellement ou d'autres choses, c'est de savoir si vous ne voulez pas avoir un chain analysis français. Ça, c'est des questions qui se posent. Et donc, on a essayé de mettre certaines lumières sur des choses qui sont sous... Mais c'est plus globalement, quels sont les types d'acteurs qui sont considérés comme stratégiques? Parce qu'on peut se poser la même question sur les plateformes d'échange. Tu vois, est-ce que c'est normal que les Français aient leur argent en majorité sur des plateformes américaines, type Coinbase ou autres et tu vois, quid de si demain on a un problème géopolitique avec les pays où sont basées les plateformes d'échange. Donc, mais je trouve ça intéressant que cette thématique de la souveraineté soit maintenant assumée et soit revenue en force. Alors c'est notamment le cas depuis le Covid. On le voyait beaucoup moins avant, tu vois, en 2015-2016, quand tu parlais de souveraineté, on te regarde, on dirait bon. Mais tu sais que dans l'intitulé du ministère de Bruno Le Maire, il y a le mot souveraineté. Dans l'intitulé même. Ouais, non, mais je sens vraiment que ça a changé. Alors, mais ce mot aussi, il est ambivalent. Parce que parfois, ça veut dire protectionnisme, parfois, ça veut dire... C'est vrai, mais au moins, on se pose la question. Oui, non, bien sûr. Qu'on ne se posait pas avant. Alors, peut-être que du coup, c'est devenu trop à la mode, au point de se dire il faut absolument qu'il y ait tout en France. Mais je trouve ça assez sain sur des sujets qui sont quand même... des secteurs qui sont liés aussi à de la finance et à l'influence culturelle, de se reposer ce genre de questions. Et après, tu pourras peut-être pas être souverain sur tout l'ensemble de la chaîne. Mais ça, c'est pas non plus forcément un souci en soi. La question, c'est celle du curseur et du choix. Et quand tu analyses la chaîne de valeur, aujourd'hui, la chaîne de valeur est insuffisamment analysée, mais aussi les business models sont en cours de création. Mais il faut savoir sur quelle brique tu trouves qu'il est souverainement indispensable d'être. Ou est-ce que si tu es au niveau... parce que il y a beaucoup de choses qui vont se faire par les makers, les entrepreneurs. L'État n'a pas forcément son mot à dire sur tout, mais il y a des choses aussi sur lesquelles il y a, comme je disais, de la commande publique, il y a de l'aide aux entrepreneurs, il y a de la formation, etc. Et donc, qui on veut former demain? Est-ce qu'on veut former des personnes qui codent les nouveaux moteurs 3D? Est-ce qu'on veut former des personnes... On a des formations d'excellence, Rubica, il y a plein d'écoles différentes. Comment on se dote en fait aussi d'une... j'allais dire, j'aime pas trop ce terme, main-d'œuvre très qualifiée sur ces contenus-là. Non, je t'interromps, Claire. Ouais, non, mais en fait, ça me fait penser aux récentes communications de Monsieur le ministre Barrou, qui s'est affiché notamment avec certaines, je vais dire start-up, mais en réalité protocoles blockchain, en mettant en avant le sujet souveraineté sous l'angle protocolaire. C'est-à-dire que c'est important d'avoir aussi des acteurs qui participent aux couches basses, aux infrastructures chez nous. Sur EDF. Voilà. Et alors, il y avait EDF, mais tu vois, il a eu pas mal de discussions avec Ternoa ou avec Elrond, donc des gens qui effectivement créent des protocoles. Et je trouvais ça intéressant d'aborder ça pour la première fois. Et en même temps, ça m'intriguait de me dire, la priorité ne serait-elle pas finalement tu vois, d'avoir des nœuds Ethereum, d'avoir des validateurs Ethereum, d'avoir aussi des nœuds Bitcoin ou des mineurs de Bitcoin, tu vois, d'aller privilégier quelque part les plus grands protocoles pour sauvegarder un peu notre souveraineté sur ces grands protocoles, surtout sur Ethereum où on commence à voir qu'il peut y avoir de la censure protocolaire aux États-Unis, plutôt que d'aller sur des startups qui méritent d'être soutenues aussi, bien sûr, mais qui sont encore très récentes, peut-être trop récentes pour être déjà un sujet stratégique. Et ce que tu dis revient à mon avis, le point commun avec ce qu'on décrit tous ici, c'est si tu as bien analysé la chaîne de valeur, tu sais ce sur quoi tu peux faire... On ne peut pas être en autarcie totale. Enfin, tu vois, ça va, on voit le débat avec les hyperscalers sur le cloud, etc. Donc la question, c'est justement sur quoi tu mets le paquet, qu'est-ce que tu priorises. Mais je suis assez d'accord que ça nécessite de poser le débat de manière large. Je savais qu'il y aurait un moment où on pourrait partir et vous laisser tranquille. Moi, j'ai quand même une dernière question, parce qu'il y a une proposition dont on n'a pas parlé, qui est très concrète,
qui nous intéresse tous, les Jeux. Les Jeux Olympiques, dans le rapport, vous en faites finalement une sorte de vitrine de ce que pourrait imaginer l'écosystème européen ou français autour du métavers, avec plein de mises en œuvre. Ça, c'est une idée aussi très très concrète pour le coup. Vous avez eu des... Ouais. Alors j'aime bien dans la question le fait qu'on parle de France et d'Europe, parce que je pense que, d'Union européenne du moins, la France doit insuffler du coup l'effort de l'UE là-dessus. Et donc dans leur rapport, on a exploré parce qu'on prétend pas avoir fini d'explorer, donc on défriche, on pose des sujets. En réalité, il y a plus de 10 propositions, mais à la fin, puisqu'on est obligé d'en parler de manière un peu synthétique, on en a mis 10. Et on s'est dit, parmi ces propositions, celles qu'il faut faire ressortir, il faut aussi mettre des choses qui sont à horizon de temps court terme. Pourquoi les JO, c'est intéressant ? Les JO, c'est pas seulement le sport, c'est la mise en valeur de ce que fait la France, de son territoire, de son patrimoine. Donc, quand tu as des épreuves, que ce soit avant les JO, pendant et après, tu as des épreuves sportives, mais tu as aussi, par exemple, tu as les Olympiades culturelles. Il y a plein de choses qui se passent en marge des JO. Et puis, il y a plein de personnes qui viennent aux JO, en France. Donc, on revient sur la question. Si tu as 75 millions de personnes qui viennent à Paris, par exemple, il faut que je revoie le chiffre exact, comment tu fais demain, dans un monde qui, pour plein de contraintes qui peuvent être différentes d'ordre sanitaire, environnemental, avoir toujours cette force d'attraction par rapport à ton patrimoine et ton territoire. Ça, c'est une première chose qu'on peut se poser. Pour les JO, pourquoi c'est intéressant ? Bien sûr, les JO, par rapport à tous les appels d'offres pour éviter les conflits d'intérêts, les trucs, c'est très procéduré, très carré. Ils vont pas réussir en 18 mois à monter tous les trucs. Mais il y a des choses qui sont déjà organisées sur lesquelles tu peux montrer ce dont tu es capable aujourd'hui, et surtout tu peux utiliser cet horizon de temps court terme pour déjà avoir un horizon commun pour les acteurs de l'écosystème. Donc pendant les Olympiades culturelles, ça peut être hyper intéressant de montrer ce qu'on sait déjà faire avec des initiatives françaises, que ça soit en lien avec le sport ou en lien avec notre patrimoine et notre territoire. Et il y a plein de choses à mettre en valeur, et il faudrait éviter demain que, encore une fois, quand on va faire un spectacle, je sais pas, au Grand Palais immersif, etc., ça soit, et j'ai rien contre ces acteurs qui font plein d'autres choses, on utilise leurs outils au quotidien, mais que ça soit financé par les big tech. Il y a plein d'acteurs français aujourd'hui qui, parce que, et moi j'ai rencontré plein d'entrepreneurs dans l'écosystème qui ont galéré pendant des années en fait, parce que tout ça n'est pas structuré. Et donc là, les JO, ça peut être une belle vitrine, mais c'est un horizon de temps très court, et il faut aller bien plus loin que ça, bien sûr. Cérémonie d'ouverture sur Vroom, on va proposer ça à Louis, ça va lui faire plaisir. Je m'étonnais qu'on n'ait pas encore parlé de lui. Ouais, il est 19h49. Hélène va passer en horaire de nuit. Et très clairement, on sort d'un PSE à 20 minutes, c'est pas le bon moment. Donc, il est temps pour moi de conclure cette émission et de vous remercier. Non, Romain ? Je fais une mini parenthèse. En tout cas, vous êtes invités à vous doter d'une machine respectivement pour échanger avec la commu. Il y en a plusieurs qui, je suis sûr, ont des questions à vous poser. Et je rappelle que Sebem, tout à l'heure, c'est vrai qu'ils veulent vendre des machines, mais Sebem c'est celle-ci. Sebem, c'est très sérieux, donc. Sebem, effectivement, mais je me permettrai si tu veux bien, Adrien, de te donner les coordonnées de Seb. Le vrai Flox, vaut mieux pas trop s'y fier. Si aussi. Il est beaucoup plus. Effectivement, Ticket JO. Tout le personnage de Dune aussi, tout Fremen sont de très bonnes références d'e-style. Usul s'appelle You aussi par ailleurs. C'est vrai. Il faut apprendre une grammaire spécifique quand on se lance dans des projets Web3. Moi, j'ai dû découvrir ça à 42 ans. Ça a été un grand moment de magie, et maintenant vous faites partie de ma vie. Voilà, je vous le dis. C'est la proximité du numéro 2 qui me rend pas nostalgique, mais un peu sentimental. Merci beaucoup d'être venu en nombre à cette émission. Merci d'avoir participé toute cette semaine et les semaines précédentes à l'élaboration du numéro 2. Romain, qui est à côté de moi, est bien content de pouvoir compter sur vous, et moi aussi, évidemment. C'est clair. Et rendez-vous jeudi, midi et demi, pour la dernière compte de rédac. Conférence rédac sur Discord. Exactement. On pourra vous montrer. J'activerai la caméra. Vous verrez nos trombines et quelques pages en cours de relecture de validation. On vous montrera ça un petit peu de loin, histoire de conserver quand même un effet de surprise pour le 15. Et puis, on aura peut-être d'autres choses aussi à vous annoncer. On verra. Claire, merci beaucoup d'être venue. Je vous rappelle, chez First Edition, Bitcoin et crypto-monnaie facile. Cadeau parfait pour Noël. Et si vous n'avez pas d'argent et que vous ne pouvez pas acheter Bitcoin
et Crypto-monnaie facile, vous avez un rapport gratuit que vous pouvez transmettre. C'est un lien PDF, les missions exploratoires. C'est de la concurrence déloyale. C'est de la concurrence déloyale. On le mettra sur IPFS, comme ça vous ferez de l'onboarding. Allez, c'est parfait. Donc sur Arweave. Merci à tous. Merci Hélène d'avoir réalisé cette émission de main de maître. Et puis Romain, tu vois ce qu'il te reste à faire, prendre le relais. C'est pas toujours en double commande. On n'a pas toujours cette chance. Merci surtout à vous tous et puis à très vite. Salut, bonne soirée. Merci. Merci à tous.